Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour nous arrive tout droit du Togo. Il est le président par intérim du Parti des Togolais, un parti politique membre de la coalition des 14 partis d'opposition qui mènent la vie dure au pouvoir de Faure-Gnassingbé depuis août 2017. Nathaniel Olympio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelques jours, votre pays a célébré les 58 ans de l'indépendance et vous avez dû suivre le discours à la nation du chef de l'État togolais. Qu'en avez-vous pensé? Lamentable. Parce que le Togo traverse une crise profonde, ouverte, qui mobilise l'ensemble des forces vives du pays et dans la démarche de reconquérir la liberté et un espace de démocratie. C'est le message qui est adressé au régime. Malheureusement, on entend un chef d'État, droit dans ses bottes, s'exprimer comme un chef de parti et éluder complètement les revendications du peuple. C'est quoi les revendications du peuple? Le chef de l'État a rendu compte au peuple de la façon dont il mène son action à la tête du pays. On lui a confié un mandat, il l'exerce. Justement, tout le problème est là, la façon dont il mène le pays. Il a une gouvernance qui met le pays en difficulté. Il dirige dans une dictature avec un masque de démocratie. Et c'est contre cela que les Togolais se dressent aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on monopolise le pouvoir d'État pendant 50 ans, je ne dis pas 5 ans, je ne dis pas 10 ans, je dis 50 longues années, de manière aussi dure, dans une violence d'État, il arrive un moment où le peuple se dresse contre l'arbitraire et contre l'injustice. Et c'est dans cette phase que les Togolais se trouvent aujourd'hui. C'est aussi une façon de tromper la vigilance des téléspectateurs quand vous dites 50 ans. Faure-Gnassingbé n'est pas au pouvoir depuis 50 ans. Mais vous faites bien de le relever, parce qu'il a pris la relève de son père, qui avait fait 38 ans. Et lui-même, il lui a succédé de manière extrêmement violente. Donc c'est une dynastie qui se met en place lorsqu'on passe le pouvoir de père en fils sans jouir des suffrages des électeurs. Il a été élu, c'est un président élu. Vous parlez d'un président élu, il n'a pas succédé à son père comme dans un royaume. Non, pas du tout. Si vous aviez été Togolais, jamais vous ne diriez cela. Parce qu'aucun Togolais ne lui a accordé son suffrage. Aucun Togolais n'a voulu faire de lui le chef de l'État ou le président de la République. C'est justement pour cela, contre cette injustice, contre cette confiscation du pouvoir que le peuple se dresse aujourd'hui. Quand vous dites aucun Togolais ne lui a accordé son suffrage, il y a eu des élections, oui ou non, dans votre pays? Alors, moi, je n'appelle pas ça élection, j'appelle cela une mascarade. Parce que l'exercice électoral a eu lieu, oui ou non? Mais l'exercice peut avoir lieu, mais ça n'est pas ça l'important. C'est la manière dont ça se déroule. C'est la transparence que cela procure. C'est la sincérité du vote que l'on a. C'est ça qui fait d'une élection un instrument de régulation de la vie de la démocratie. Ça n'est pas le cas au Togo aujourd'hui. Revenons donc à ce discours à la nation sur les 58 ans de l'indépendance. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ce discours? Fondamentalement, lorsque l'on parle de la crise au Togo et que l'on cherche véritablement une solution, une sortie de crise par voie pacifique, eh bien, on ne se fiche pas dans une démarche solitaire d'organisation d'une élection qui n'apporterait absolument rien comme solution solide au peuple togolais. Quand on veut imposer un référendum à un peuple, quand on veut imposer au pas de charge, sans réforme, sans révision du cadre électoral, sans remise en cause des institutions de la République telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, quand on ne tient pas compte de tout cela et qu'on veut se précipiter dans un processus d'élection, alors que nous savons parfaitement qu'au Togo, à chaque élection, il y a toujours une crise. Entre parenthèses, est-ce que vous pouvez rappeler les échéances électorales qui attendent votre pays cette année? Alors, ce qu'ils veulent faire, c'est organiser leurs élections en juin, juillet, élections législatives, peut-être locales, parce qu'il faut rappeler que les élections locales, municipales, on n'en a plus jamais fait au Togo depuis 30 années, 30 ans. Ils veulent également organiser les élections législatives. Mais vous savez, nous n'avons pas, je dirais, la hantise du respect du calendrier constitutionnel en matière d'échéance électorale. Parce que la Constitution elle-même a prévu qu'en cas de difficulté, les députés en place puissent être maintenus jusqu'à l'organisation des élections suivantes. C'est pour cela que nous estimons qu'il est extrêmement important
pour la paix sociale au Togo, pour retrouver un cadre démocratique, que l'on s'asseye et que l'on définisse le cadre électoral en révisant le code électoral, en revoyant les institutions qui vont concourir, qui vont participer à ce processus électoral. Oui. Tant que cela ne sera pas fait, oui, eh bien, y aller, c'est encore la volonté de frauder, de confisquer et finalement d'imposer au peuple togolais des gens que les Togolais n'auraient pas élus. Je vous entends bien. Si le référendum avait lieu, vous ferez quoi ? Eh bien, les Togolais, aujourd'hui, ont également des articles de la Constitution qui leur permettent de s'opposer aux choses qui ne répondent pas à la démocratie. Oui. Lorsque l'on veut confisquer le pouvoir de cette manière-là, le peuple togolais dira non. Et le peuple togolais, le pouvoir de quelle manière ? De la manière dont c'est fait, c'est-à-dire manipuler le fichier électoral, empêcher les citoyens togolais d'avoir un acte de naissance. Je vais vous dire, près de 75% des Togolais n'ont pas de pièce d'identité. Comment pouvez-vous avoir un fichier électoral fiable dans ces conditions ? Et depuis des décennies, nous demandons à ce régime de donner un acte de naissance à chaque citoyen. Eh bien, ils n'en veulent pas simplement parce que cela a une implication électorale quelque part. C'est ça ce contre quoi les Togolais sont en train de se battre. Et dans ces conditions, une élection n'a absolument aucun sens. Au Togo, les élections n'ont aucune signification démocratique. Qui peut empêcher Faure Gnassingbé d'organiser le référendum et de respecter le calendrier électoral ? Vous pouvez le dire, organiser son référendum. C'est le peuple togolais qui va se dresser. Je n'ai pas dit son référendum. C'est moi qui vous passe le mot, parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer sur le terrain. On ne tient pas compte de l'avis du peuple, on ne tient pas compte de l'avis de l'opposition politique, on ne tient pas compte des organisations non gouvernementales. On veut simplement aller au pas de charge de manière à ce qu'on puisse s'arroger un pouvoir que le peuple ne veut plus laisser entre leurs mains. Mais je crois que aujourd'hui, ce qui se passe au Togo est très symptomatique de cette soif de liberté des Togolais. Et ils sont, aujourd'hui, le peuple togolais, il est prêt à payer le prix de la liberté. Il est prêt à payer le prix de la démocratie. Donc, ce ne sont ni les intimidations, ni les menaces, ni les violences d'État perpétrées sur les citoyens togolais. Ce ne sont pas toutes ces choses qui vont les empêcher de se battre. Nathaniel Olympio, il y a eu deux séquences lors de cette fête nationale. Il y a eu la séquence du chef de l'État qu'on vient d'évoquer et il y a eu une deuxième séquence, et je suis sûr que cela ne vous aura pas échappé, c'est le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui a adressé aussi un message à la nation et surtout à ses partisans, aux partisans de l'opposition. Est-ce que vous avez vu sa déclaration ? Alors, oui, ce que je dois souligner, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise a décidé de travailler ensemble. C'est pour cela que nous avons mis en place une coalition de 14 partis politiques. Pourquoi vous anticipez ma question ? Je vous demande si vous avez vu son discours. Bien entendu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de l'opposition partage les mêmes préoccupations. Et c'est ça qui a été exprimé. Nous voulons avoir un espace de liberté et de démocratie. Nous voulons que ce peuple puisse être conduit dans les règles de l'art de la démocratie et que nous ayons pour cela l'opportunité de passer par une transition pour mettre en place les bonnes institutions. On n'a pas le sentiment que vous parlez de la même voix au sein de cette coalition, puisque je fais un schéma à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent pourquoi je vous pose cette question. On a le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, donc, qui s'adresse aux Togolais, qui est dans un décor qui est surréaliste. Le drapeau de son parti politique, le drapeau national, et il parlerait au nom d'une coalition. Vous êtes toujours dans cette coalition ? Mais écoutez, je pense que la présence de différents partis politiques au sein d'une coalition n'enlève aucunement à chacun de ces partis sa propre identité, qui peut continuer à mener sa vie de parti politique. Rien ne l'en empêche. Ceci dit, lorsque nous sommes dans Donc c'est en son nom qu'il a parlé la dernière fois. Il s'est exprimé au nom de son parti et il a quand même porté certaines idées de la coalition, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce qui se passe au Togo aujourd'hui n'est plus l'affaire d'un parti politique ou d'un autre. C'est l'affaire de l'ensemble des Togolais. Et c'est pour cela que les partis d'opposition se sont mis ensemble de manière forte. Et c'est la première fois dans l'histoire du Togo qu'une coalition togolaise, de l'opposition togolaise, fonctionne ainsi dans la durée et de manière aussi fermée. Oui. Cette coalition dont vous parlez, elle n'existe que de nom. On est d'accord, vous pouvez me le dire. Je crois que dans toute organisation, il y a des spécificités. Chacun vient avec sa particularité. Mais le plus important, c'est d'avoir réussi à mettre en place une plateforme commune que nous défendons
avec nos faiblesses, avec nos erreurs de parcours, bien entendu. Mais ces erreurs et les crises qui peuvent en découler sont des éléments qui nous renforcent davantage. C'est pour ça que nous sommes, c'est pour ça que nous sommes encore ensemble. Et parce que nous avons su surmonter justement ces crises-là, que nous devenons encore plus forts. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la coalition telle qu'elle est aujourd'hui, c'est elle qui met en difficulté ce régime. Et nous allons intensifier notre pression. Nous allons accentuer les actions que nous menons pour que ce régime puisse comprendre qu'il est temps. Comment on arrive à mettre en difficulté un régime quand on est inaudible, quand on envoie des messages contradictoires au sein même d'une même coalition? Un matin, on entend Jean-Pierre Fabre dire quelque chose et l'après-midi, on entend Tipi Atchadam dire autre chose, par exemple. Mais les sensibilités individuelles sont multiples et diverses. Et cela n'enlève rien au fait que nous avons les objectifs que nous avons fixés et tout le monde poursuit ces objectifs-là. Nous harmonisons les actions pour y parvenir. Et bien entendu, il peut y avoir une déclaration ici ou là, mais cela n'enlève rien au fondement de l'action que nous sommes en train de mener. Parce que, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'en tenir à l'essentiel. Ne vous laissez pas distraire par les à côté, mais regardez ce qui est essentiel au peuple togolais. Et ce qui est essentiel au peuple togolais, c'est que l'on puisse obtenir notre retour à la Constitution de 92, c'est que l'on puisse également avoir un cadre électoral qui rythme la vie de la démocratie togolaise et qui donne à chaque citoyen le pouvoir de désigner celui qui va diriger le pays. C'est ça l'essentiel pour les Togolais. C'est le rêve que vous avez. C'est aussi le vote des Togolais de l'étranger, la diaspora togolaise, très active, très dynamique aujourd'hui. Et tout cela, je pense que la conjonction des Togolais qui sont à l'extérieur et de ceux qui se battent sur le terrain, c'est ensemble, dans une collaboration forte, que nous pouvons, je dirais, porter l'estocade. C'est le rêve que vous avez vendu à une partie des partisans, on va dire ça comme ça, de l'opposition. Certains ont malheureusement perdu leur vie dans cette lutte. Et cette coalition a fini par aller s'aborder le rêve d'une partie des Togolais, de la majorité sans doute qui aspire à la liberté. Vous avez accepté d'aller à un dialogue dont vous saviez très bien qu'il patinerait aujourd'hui. Vous acceptez un coup de marcher, un coup de ne pas marcher. Vous appelez les gens à aller dans la rue, mais vous vous barricadez au centre du CDPA pour faire une conférence de presse. On n'a pas l'impression que cette coalition a vraiment envie de sortir les Togolais de la situation dans laquelle ils se trouvent. Bon, on n'a pas l'impression. Moi, j'ai plutôt la certitude que vous ne savez pas vraiment ce qui se passe sur le terrain. Allons-y. Parce que quand vous dites que la coalition se barricade dans des locaux, etc. Oui, vous tenez une conférence de presse pendant que les autres, vous les appelez à marcher dans la rue. Bien, il y a un problème, non? Je suis désolé pour vous, mais vous êtes très mal informé. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque nous faisons des marches, des manifestations, la première chose que nous faisons, c'est de faire entre nous un point pour voir comment la journée sera organisée. Et ça, c'est indispensable pour la bonne organisation des choses. Vous faites le point devant les journalistes. Laissez-moi terminer. Si vous voulez suivre ce que je fais comme développement, et si vous voulez permettre à vos téléspectateurs de bien comprendre, alors nous faisons un point pour organiser la journée. Et généralement, ce à quoi vous faites allusion, c'est quand nous sommes en pleine réunion d'organisation que nous nous faisons agresser par les forces de sécurité, par les militaires, qui viennent nous jeter des gaz lacrymogènes et sur le bâtiment où nous sommes, dans les alentours, de manière à perturber le travail que nous faisons. Et bien entendu, en fin de journée, et uniquement en fin de journée, nous appelons vos confrères pour qu'ils viennent s'enquérir de ce qui se passe, ce qui s'est passé de la journée. Donc, quand vous présentez les choses de la manière dont vous faites, eh bien, vous désinformez les téléspectateurs et je pense que ça ne concourt pas au travail que nous sommes en train de faire. Même si ce n'est pas votre rôle de nous aider, votre rôle est de restituer l'information telle qu'elle est, exactement. Monsieur Olympio, ce que j'étais en train de présenter comme situation est quelque chose qui est régulier au sein du fonctionnement de cette coalition. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne comprends pas très bien comment un parti ou une coalition de partis qui peut vous communiquer tous les jours, oui ou non, ou vous ne communiquez pas entre vous quand vous êtes dans une coalition? D'après vous. Vous communiquez tous les jours. Si vous communiquez tous les jours, vous n'avez pas besoin de vous retrouver à mettre en scène une réunion de concertation, alors que ce jour-là, vous demandez à des Togolais de marcher dans la rue et ils se font gazer pendant ce temps. Mais comment pouvez-vous dire une telle chose? Ce n'est pas parce qu'on se parle au téléphone ou sur les réseaux sociaux qu'on ne doit pas se réunir pour travailler ensemble.
La réunion, le contact physique, oui. le partage et la défense des idées, ce sont des choses extrêmement importantes. Et pour nous, l'organisation, la méthode et la rigueur dans le travail, oui. eh bien, c'est cela qui nécessite de faire des réunions. Mais vous ne pouvez pas dire que nous appelons des gens à manifester sans que nous ne soyons nous-mêmes. Vous savez que nous-mêmes, les leaders, nous sommes sur le terrain. Nous avons été molestés, nous avons été gazés, nous avons été poursuivis, on a tiré sur des gens. Et des gens sont morts dans cette affaire-là. Donc nous ne blaguons pas. Nous sommes en train de travailler sérieusement pour le Togo et pour le peuple togolais. Et donc, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il peut y arriver que des actes soient posés, comme accepter d'aller à ce dialogue, et auquel personnellement j'ai toujours eu beaucoup de scepticisme quant à la volonté de ce régime de donner aux Togolais ce qu'ils attendent à travers ce dialogue que le régime a initié. Pourquoi vous ne l'avez pas exprimé et sorti de la coalition? Même à foi, vous pensez... la solution de facilité n'est pas toujours la meilleure. C'est quoi la solution de facilité? C'était de sortir? La solution de facilité qui consiste au premier couac à claquer une porte, ça n'est pas nécessairement la meilleure. En revanche, il faut avoir la capacité de convaincre ses amis d'évoluer dans ce que nous sommes en train de faire. Et je pense qu'il n'était pas aisé pour l'opposition togolaise de dire à un facilitateur, vous nous invitez pour discuter de nos revendications, eh bien nous ne voulons pas en discuter. Je crois que ça ne ferait pas sérieux. Nous aspirons à diriger un État, un pays. Et pour cela, il est important que nous soyons des interlocuteurs crédibles vis-à-vis de notre peuple d'abord et bien sûr vis-à-vis de l'espace dans lequel nous vivons. Vous saviez très bien que le peuple togolais connaissait déjà la fin de l'histoire avant même qu'elle ne commence. Bien entendu. Pourquoi avez-vous accepté d'aller à ce dialogue alors que vous savez que le dialogue s'enliserait? Bien entendu que le peuple togolais n'a jamais voulu de ce dialogue-là. En revanche, je disais que refuser d'aller à ce dialogue eh bien, était une situation qui ne permettrait pas à la coalition d'être un interlocuteur avec lequel l'espace communautaire dans lequel nous vivons puisse avoir confiance et discuter avec nous. On ne peut pas vouloir diriger un État, un pays, et se mettre à dos l'ensemble de l'espace dans lequel on va vivre. Il y a des réalités que vous devez prendre en compte. Lesquelles? Les réalités, c'est que le Togo n'a jamais vécu, je dirais, en autarcie. Tout ce qui se passe au Togo aujourd'hui, politiquement, en 2005, nous savons comment l'espace dans lequel nous vivons, la CEDEAO, est intervenu au Togo. Nous savons ce que ça a donné. Nous avons vu les résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'opposition unie, dans une action unitaire. Je pense qu'il est important pour l'opposition togolaise de montrer un visage de crédibilité, de sa capacité à défendre ses initiatives, à défendre ses préoccupations et à défendre le peuple togolais. Est-ce que vous vous rendez compte qu'au sein de cette coalition, chacun joue sa partition? Écoutez, il y a d'abord une partition que nous avons construite ensemble. Celle que chacun est tenu de jouer, c'est-à-dire défendre le retour à la Constitution de 92, c'est-à-dire défendre le fait que nous ayons une transition qui va permettre de mettre en place les institutions. Tout cela, aucun des 14 n'est contre. Le vote des Togolais de l'étranger, aucun de nous n'est contre cela. Maintenant, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a une réalité que moi, je prends en compte. C'est que le dialogue tel qu'il est aujourd'hui, dans la forme actuelle, il a échoué. Il est insuffisant. Il est insuffisant pour nous donner le résultat que nous attendons. Il faut l'accompagner d'autres choses. Il faut encore beaucoup plus de pression sur ce régime-là, de l'intérieur du pays, mais également de l'extérieur. Il faut une conjonction de pression sur ce régime pour contraindre ce régime à comprendre que la meilleure chose qui puisse leur arriver, eh bien, c'est de sortir dignement de la tête de cet État-là. Si le dialogue... Parce que, vous savez, il ne s'agit pas simplement de faire de l'alternance pour l'alternance. Ce qui me préoccupe, c'est que nous réussissions l'alternance, mais que nous sécurisions également l'après-alternance, que nous ayons la paix dans le pays. C'est extrêmement important. Je ne veux pas d'un pays où nous aurons une alternance et que le lendemain, nous ayons des crises, des bombes qui sautent partout ou des choses inacceptables pour le pays. On l'a déjà vu ailleurs. Il faut l'avoir à l'esprit et c'est ça aussi le sens des responsabilités, de faire en sorte que nous ne désintégrions pas notre petit espace dans lequel nous vivons. Vous savez, le Togo, c'est un rectangle, mais c'est un pays hautement stratégique dans la sous-région. C'est pour ça qu'il faut faire les choses avec beaucoup de doigté, avec beaucoup de responsabilité et surtout avec beaucoup d'intelligence. Nathaniel Olympio, pourquoi j'ai le sentiment que je suis en train d'écouter quelqu'un qui se positionne comme peut-être, si on arrivait dans ce cas-là, d'une
coalition, par exemple, un gouvernement d'union nationale, quelqu'un qui se positionne comme un potentiel Premier ministre? Je suis contre la notion de gouvernement d'union nationale. Parce qu'au Togo, nous l'avons expérimenté maintes fois, ça n'a jamais rien donné. Ce n'est pas cela la solution. Donc la solution, personne n'a en tête dans votre coalition de se positionner au cas où il y aurait cette solution sur la table. Ce serait une erreur fondamentale. Si quelqu'un pense à cela, eh bien, de mon point de vue, qu'il enlève cela de la tête. Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, et c'est pour ça que nous nous battons, et nous devons continuer de nous battre, c'est d'avoir une transition au Togo. Une transition qui va nous permettre de fonder une nouvelle base démocratique pour que les Togolais puissent aussi s'épanouir. Qui conduirait la transition? Il y a beaucoup de personnalités qui ont la capacité de conduire cette transition. Y compris vous? Mais écoutez, je me bats et j'ai les qualités qu'il faut, j'ai le potentiel qu'il faut, mais ce n'est pas ma préoccupation du moment. Ce qui me préoccupe, moi, aujourd'hui, c'est de trouver les voies et moyens. C'est d'être capable d'accentuer la pression sur ce régime pour que demain, nous puissions avoir une transition. Comment pouvez-vous accentuer encore la pression sur un régime? On arrive presque vers la fin de cet entretien, sur un régime qui a tout gagné finalement. Et ce régime vous a contraint à aller au dialogue. Vous êtes allé au dialogue, le dialogue s'est enlisé. Ce régime contrôle aujourd'hui tout début de manifestation ou quoi que ce soit. Ce régime va lancer le calendrier électoral et va s'y tenir. On ne voit pas très bien comment votre coalition a encore une petite marge de manœuvre pour pouvoir inverser désormais la tendance. Elle a tout perdu, non? Alors, ce que nous avons d'essentiel, oui, c'est la détermination. Et les Togolais n'ont plus peur de la violence. Justement, vous avez fait référence à ça. L'État togolais exerce énormément de violence sur les citoyens, gratuitement. Mais ce n'est pas ça qui empêchera le mouvement de continuer. Ce que nous devons faire, c'est d'être encore un peu plus ingénieux dans notre démarche au sein de l'opposition. C'est d'être encore beaucoup plus imaginatif et de trouver les solutions qu'il faut pour accentuer davantage la pression sur ce régime. Vous savez pourquoi le régime, il y a 2 semaines, a interdit formellement les manifestations et la semaine d'après a accepté les manifestations? Vous savez pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des pressions qu'ils exercent, parce que le peuple a exercé sa pression, parce qu'il y a également des pressions qui viennent de l'extérieur. Ils ne peuvent pas continuer à réprimer, à opprimer, à frapper, à tuer les Togolais parce que simplement, ils veulent se maintenir au pouvoir. Ce temps-là, il est révolu et c'est pour ça que les Togolais se battent de manière déterminée contre cet abus de pouvoir. Si vous n'arrivez pas à contraindre et mettre la pression comme vous êtes en train de le dire, peut-être que secrètement, au fond, comme le disent certains dans votre pays, la coalition compte peut-être sur l'armée, non? Mais je crois qu'au Togo, je vais peut-être vous surprendre, mais au Togo, l'institution militaire est l'institution la mieux organisée qui soit. C'est celle qui fonctionne à peu près correctement par rapport à toutes les autres institutions. Il ne faut surtout pas l'ébranler. Il ne faut surtout pas la déstabiliser, cette institution-là. Il faut lui donner les missions qu'il faut, il faut lui donner les moyens de sa mission, il faut lui donner la formation qu'il faut, mais il faut aussi savoir que cette institution militaire est capable de jouer sa partition en tant que composante de la nation, de jouer sa partition pour que nous sortions de cette crise de manière honorable. Nous, politiques, nous sommes en train de faire ce que nous avons à faire, à eux également d'assumer leurs responsabilités lorsque cela s'impose. On ne peut pas laisser le régime. On ne peut pas laisser les citoyens togolais se faire massacrer tous les jours, créer des zones assiégées à l'intérieur du pays sans que les citoyens togolais, que nous sommes tous, que nous soyons en uniforme ou en civil, citoyens togolais que nous sommes tous, que nous laissions les choses perdurer dans cette situation-là. Je pense que raisonnablement, il viendra un moment où tout cela devra cesser. Et donc, vous rêvez secrètement que peut-être si là où les politiques ont échoué, les militaires puissent prendre le relais? Ce que je suis en train de dire, et ne transformez pas les choses, ce que je suis en train de dire, c'est que chaque citoyen togolais, quel qu'il soit chômeur comme il y en a énormément au Togo, qu'il soit fonctionnaire ou qu'il soit un homme dans les forces de sécurité, chaque citoyen togolais a la responsabilité de jouer sa partition où qu'il se trouve. On va conclure cet entretien sur une affaire. Votre venue ici en France coïncide avec une affaire qui a lieu et qui implique non seulement votre pays, mais aussi la Guinée-Conakry. C'est l'affaire Bolloré. Avec le recul, qu'est-ce que vous vous dites maintenant qu'il y a une mise en examen? Je crois que le Togo, par la gouvernance en place, a créé un cadre
qui permet toutes les permissivités, à créer un cadre qui permet que les règles établies, les règles, les normes à suivre en matière politique ou en matière commerciale ne soient pas suivies. C'est pour cela qu'au Togo, nous avons énormément de dossiers qui font l'objet d'appels d'offres trafiqués, qui font l'objet de contrats signés dont personne n'est au courant du contenu. Le peuple togolais ne sait pas ce en quoi on l'engage dans la durée, sur des dizaines d'années. Ce n'est pas surprenant que la justice togolaise elle-même ne se soit pas autosaisie de cette affaire qui a déjà été initiée ici en France, par exemple. Et on aurait pu imaginer notre justice collaborer avec la justice française pour que la vérité soit établie. Je ne commenterai pas une action en justice, mais je dirais que notre justice au Togo, quand on voit son fonctionnement, quand on voit des procureurs et des magistrats du siège s'acoquiner pour faire des trafics de dossiers, et je pense qu'il est très difficile d'attendre de cette justice-là qu'elle puisse véritablement mener des actions qui mettent en difficulté l'exécutif. Parce que la question ici, c'est l'exécutif qui se serait compromis dans des choses pas très saines à présenter. Et cela, je pense que le peuple togolais le vit tous les jours. Et le fait que cela soit porté sur la place publique aujourd'hui par une institution qui n'est pas togolaise et qui jouit d'une crédibilité, je pense que nous suivons cette affaire avec beaucoup d'attention. Et cela vient renforcer l'idée de la mauvaise gouvernance qu'il y a au Togo. Ça vient renforcer ce que nous dénonçons tous les jours, qui n'est pas uniquement commercial, mais également électoral. C'est pour cela que l'élection au Togo, dans les conditions actuelles, ne résoudront aucun problème. Nathaniel Olympio, on va conclure un peu comme on a commencé cet entretien. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour tous ceux qui ont fait confiance un jour, qui ont cru, ne serait-ce que quelques heures dans leur vie, aux belles promesses de la coalition, ceux qui ont perdu leur vie? Est-ce qu'il y a encore un espoir pour eux de se dire qu'ils n'ont pas fait tout cela en vain? La lutte pour la liberté et pour la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des gens qui tombent. Il y a toujours des prisonniers politiques, comme au Togo aujourd'hui. Il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques. Mais la lutte doit continuer dans la détermination, dans la ténacité et dans le maintien du cap que nous nous sommes fixés. Je crois qu'il nous faut de la rigueur dans le travail que nous faisons. Il nous faut de l'organisation solide. Il faut consolider nos organisations et il faut de la méthode. Je pense que l'opposition togolaise est en train d'apprendre de ses erreurs et est en train de s'adapter aux réalités du terrain. On ne peut pas simplement dire que oui, il y a un slogan qui est lancé et ça y est, les choses sont faites. Non. Il faut travailler, il faut défendre ses idées, il faut chercher des alliances, il faut aller les chercher à l'intérieur du pays, dans tous les recoins, mais aussi à l'extérieur du pays, à travers une action diplomatique qui soit intense, qui soit bien coordonnée et qui puisse aussi être un élément, un facteur de contribution à notre sortie de crise. Nathaniel Olympio, merci. C'est moi qui vous remercie. Président par intérim du Parti des Togolais, membre de la coalition des 14 partis d'opposition qui mènent la fronde au Togo contre le régime de Faure-Gnassingbé. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.